Bienvenue dans Talk Afrique sur Médien TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. La Banque mondiale a dévoilé le 8 avril dernier le contenu du rapport Africa's Pulse 2019 sur la croissance économique des pays africains. Selon ce document semestriel de l'institution financière consacrée à la conjoncture économique africaine, la croissance économique des pays subsahariens a été revue à la baisse à 2,3% en 2018, avant un léger rebond en 2019 à 2,8%, à la place des 3,3% initialement prévu, et pour la quatrième fois consécutive, l'économie progresse moins vite que l'accroissement démographique. Et qu'est-ce qui explique ce rythme de croissance ralenti comparé à celui de la période d'avant 2015? Eh bien, deux invités avec moi sur ce plateau pour en débattre. El Hadj Alioune Diouf. Bonjour El Hadj. Oui, bonjour Abdoulaye. Alors, vous êtes expert en commerce international et en intégration économique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Avec nous également sur ce plateau, Mamadou Ndiaye, journaliste spécial des questions économiques, mais également directeur de publication de emedia.sn. Merci d'être avec nous, Mamadou. Merci Abdoulaye, c'est le plaisir. Le plaisir est partagé. Donc, merci messieurs. Nous allons d'abord regarder les grandes lignes de ce document de la Banque mondiale qui présente semestriellement les perspectives macroéconomiques à court terme du continent. Et c'est avec Fatou Cissé. Dans sa toute dernière publication, le 8 avril dernier, le rapport Africa's Pulse s'est penché sur la fragilité de la croissance des pays d'Afrique subsaharienne. Le document a revu à la baisse la croissance des pays de la région à 2,3% en 2018 contre 2,5% en 2017. Cela dit, pour la quatrième année consécutive, l'économie progresse moins vite que l'accroissement démographique. Et malgré des prévisions régionales plus favorables pour 2019, qui tablent sur un rebond à 2,8%, la croissance ne parvient pas à franchir la barre des 3% depuis 2015. Alors qu'en 2018, la Banque mondiale prévoyait une croissance de 3,8%. Autre point phare du document, le rôle du numérique appelé aussi digitalisation pour redynamiser l'économie africaine. Selon Albert Zefak, économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Afrique, la révolution numérique est aujourd'hui l'une des clés d'une croissance inclusive et facteur de la création d'emplois en Afrique. Cependant, les économies moins tributaires des ressources naturelles ayant affiché de solides performances en 2018 sont le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et plusieurs pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont le Bénin et la Côte d'Ivoire. Un récit de Fatou Cissé. Alors, El Hadj Alioune Diouf, ce rapport Africa Pulse qui constate dans sa 19e édition que la reprise de la croissance en Afrique subsaharienne est restée fragile ces dernières années, après la pire crise économique de ces 2 dernières décennies. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce rythme de croissance ralenti? Merci beaucoup pour votre question. Pour ma part, j'estime que le rapport Africa Pulse, c'est un rapport semestriel. C'est tous les 6 mois qu'il est fait. Et disons, ce n'est pas un des grands rapports de la Banque mondiale. Donc, il ne faudrait pas trop exagérer les éléments contenus dans ce rapport, d'autant plus que si vous analysez l'Afrique subsaharienne, si vous prenez un pays comme le Nigeria simplement, si jamais les données évolue un peu à la baisse, ça peut avoir des répercussions sur la totale, parce que le Nigeria représente beaucoup. Dans la CEDEAO, regardez, dans toute l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, c'est 77% du PIB. Donc si jamais il y a un fléchissement de la production agricole ou de la production justement pétrolière, en général, ça se répercute sur ces indicateurs-là. Mais il ne faut pas croire que l'économie africaine ou de l'Afrique subsaharienne est trop vulnérable. Il faut croire justement à la vitalité et aux potentialités énormes de cette partie de l'Afrique, et je pense faire les réformes qu'il faut pour améliorer la situation économique. C'est vrai que la croissance démographique est une donnée importante, mais nous pouvons la transformer. Tous ces pays ont des plans d'émergence qui se préoccupent des questions comme les questions de capital humain, donc de dividendes démographiques, etc., etc. Donc je pense que nous pouvons redresser cette situation. Elle n'est pas aussi mauvaise
qu'on le penserait ou qu'on aurait tendance à le croire. On reviendra certainement sur comment faire pour redresser cette situation ou enrichir les performances économiques davantage sur le continent, notamment en Afrique subsaharienne. En attendant, Mamadou Ndiaye, c'est vrai, le rapport, le document, qui n'est pas un des grands rapports de la Banque mondiale, de l'institution financière, qui certainement aura des limites, mais les facteurs qui continuent de freiner la croissance économique en Afrique, quoi qu'on dise, c'est un constat qui est à l'uni. Selon vous, quels sont ces facteurs? Merci Abdoulaye. Je pense que d'abord, il ne faut pas donner à ce document l'importance qu'il n'a pas. C'est à la limite un document d'étape qui est servi à l'opinion africaine de façon générale et qui permet donc un retour par la réaction justement des leaderships africains. Et ça permet également à toutes les équipes qui ont travaillé donc sur ce document-là de réajuster leur vue, de corriger un peu les données en prévision donc du rapport définitif qui lui arrive au moment de la conclusion donc des assises du printemps à Washington. Donc, bien évidemment, la banque ne fait rien pour clarifier un peu ces aspects-là. Et cette ambiguïté-là, quand elle persiste, elle brouille un peu la compréhension même de la situation africaine. Et pourtant, en Afrique, il y a des économies vigoureuses. Il y a des économies qui ont cessé de décroître. Elles ne sont pas encore en expansion, mais elles ont au moins arrêté donc, par un garrot la saignée. Il y a d'autres économies également qui sont en train de se réorganiser, de se remembrer. Par conséquent, qui ont compris que peut-être le voisinage aidant, que le cheminement est en train d'être compris, comme l'a dit Alioune, qu'il y a beaucoup de pays qui ont bâti justement des plans d'émergence. Ne serait-ce que même si c'est par un effet moutonnier, tous ces pays-là, en disant mais tiens, nous allons vers l'émergence, ça signifie qu'au moins les gens veulent décoller. Au moins les pays veulent maintenant sortir de cette situation-là. Ça, la Banque mondiale ne doit pas le taire, ne doit pas passer par perte de profit sur ces aspects-là. Donc c'est des dynamiques profondes qui sont enclenchées. La Banque mondiale ne l'a pas dit quand elle indique dans son rapport que les trois grandes économies du continent, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola, ont joué un rôle clé dans le dynamisme de la croissance régionale. Là, la Banque l'a souligné dans son rapport. Vous ne pensez pas, non, que... C'est possible, et encore que même ça aussi, ces trois leaderships-là, peut-être que l'élément démographique a pesé dans le choix de la Banque mondiale, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui l'Angola a beaucoup de soucis à se faire que de dire justement je vais avoir des prétentions de leadership dans la sous-région. Il faut qu'elle se réorganise à l'intérieur. Et la stabilisation politique du pays également est un élément déterminant. C'est vrai que les investisseurs ne sont pas partis, à commencer par Total qui a retrouvé justement une autre plateforme pétrolière qu'elle veut mettre en exergue, mais c'est assujetti à ce que le pays soit pacifié au plan politique. Et que disons que les investisseurs ne souhaitent pas donc que l'instabilité puisse être plus élargie au niveau de l'Angola. Il y a le Mozambique à côté qui peine également à se réorganiser. Et la dernière destruction justement de Beira fait que plusieurs populations donc, aussi sont en train de se déplacer justement vers l'Angola. Donc vous voyez, dans la sous-région elle-même, elle peine à s'organiser, à se stabiliser. Et quand on voit qu'aujourd'hui maintenant la RDC, un pays gigantesque, au triple plan démographique, minier et même, comme on appelle, superficie, si ils savent que maintenant il leur faut sortir de l'ornière pour maintenant avoir des prétentions également sur le plan sous-régional, c'est un géant qui est en train donc de se constituer. Donc la lecture de la Banque mondiale peut être une lecture plus ou moins à corriger, à redriver, mais quand même, le Nigeria, l'Afrique du Sud, c'est vrai que c'est des géants économiques au plan africain, mais chacun de ces pays a aussi vraiment des points faibles qui font que l'économie n'est pas encore vigoureuse dans ces différents pays-là. La récente visite de Boari justement en Afrique de l'Ouest le prouve. Alors, elle a joué à l'une d'autres. Que l'Afrique du Sud ne se porte pas très bien. Hein. Il ne faut pas exagérer le rôle de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, d'ailleurs, économiquement, peine, le rang de baisse. Il ne faut pas croire qu'il y a que ces pays qui portent la croissance en Afrique. Il faut partie quand même des pays africains qui portent, qui contribuent au dynamisme, la croissance économique en Afrique, non? Oui, je veux dire, c'est vrai, mais ne croyez pas que l'Afrique du Sud, par exemple, est un pays émergent. Il ne faut pas croire à ça. Elle ne se porte pas très bien.
elle ne se porte pas très bien sous plusieurs aspects, sous plusieurs angles. Donc je pense qu'il faut voir aussi qu'au Nigeria, effectivement, il y a des efforts dans la transformation de l'économie. Par exemple, dans le domaine de la transformation pétrolière, vous savez qu'au Nigeria, souvent on importait même des produits pétroliers transformés. Mais je pense que bientôt, avec la plus grande raffinerie pratiquement du monde qui va être faite par Dangote, je pense que les choses vont évoluer. Et là, c'est même révélateur. Vous voyez, l'un des hommes les plus fortunés du Nigeria a bâti sa fortune en dehors du Nigeria. Dangote en l'occurrence. Aujourd'hui, ces plateformes pétrolières les plus prospères sont à l'extérieur de son pays d'origine. Mais je pense que maintenant, lui aussi, il commence à comprendre qu'il peut influer d'un sens sur les orientations majeures de son pays. Et du coup, avec maintenant son aura, l'expansion de ses affaires, il commence à se dire maintenant, le retour aussi s'impose à moi, pour qu'au moins je sois légitimé sur le plan africain, que j'investisse chez moi d'abord. Et voilà, je pense que la classe politique maintenant commence à se dire que tiens, il ne vaudrait pas mieux pourchasser donc les fortunes nigérianes, il vaut mieux peut-être les amadouer et les inviter à revenir. C'est ce que fait justement Dangote. Alors, toujours on va rester dans le cadre de ce rapport, même si on ne doit pas donner toute l'importance que voilà, les cadres de l'institution l'ont donné. Si dans la plupart de ces pays, la croissance est restée bloquée en deçà de 3%, il existe quand même une dizaine de pays dont le taux de croissance excède la moyenne. C'est le cas du Sénégal qui est à 6,8%. En 2018, représentant presque la triple même, ou j'allais dire la moyenne, le triple de la moyenne en 2019. Comment, El Hadji Alioune Diouf, expliquez-vous cette performance économique ici au Sénégal? Il faut reconnaître les efforts qui sont faits par certains pays en Afrique de l'Ouest, donc particulièrement le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Mais particulièrement pour le Sénégal, je pense qu'on est, en tout cas du point de vue de l'orientation, on veut aller vers une transformation structurelle de l'économie. On est en train aussi de mettre en place un certain nombre d'infrastructures qui devraient permettre l'émergence d'autres secteurs et d'autres emplois. Donc je pense que si on arrive à continuer dans cette voie et à décupler les efforts, c'est peut-être l'intention, comme l'a dit tout à l'heure Amadou Ndiaye sur la scission du ministère en deux parties, c'est peut-être l'intention qui est affirmée. Donc je pense que sur ce plan-là, les efforts qui sont faits sur le plan agricole, il faut les continuer. Il faut être autosuffisant en riz, en pommes de terre, en oignons, en tomates. Regardez ce qu'on fait sur la tomate, pratiquement. On a aujourd'hui 3 unités industrielles. Il faudrait qu'elles réussissent, ces 3 unités, à acheter toute la tomate de la région. Et il faut continuer comme ça. Les noix de cajou, il faut continuer ces efforts-là, refaire les ports, refaire les infrastructures commerciales, le marché d'intérêt national qu'on a fait au niveau de Diamaniadio. Bon, c'est des choses qu'on ne peut pas ignorer. Mais ça veut dire qu'on peut mieux faire. Ça veut dire qu'on peut mieux faire parce qu'on voit qu'il fallait faire ça, il fallait faire ça, il fallait faire ça. On peut aller au-delà de ça, mais comment le faire? C'est ça, c'est la grande question. La transformation structurelle de l'économie ne veut pas dire autre chose que transformer par exemple l'arachide. Ce n'est pas indiqué d'exporter toute l'arachide en Chine ou ailleurs. C'est par exemple de transformer les cajous, c'est par exemple de transformer justement tous ces produits qu'on exporte à l'État. Comment les moyens qu'il faudra se donner pour y arriver? On peut le faire, les moyens ne manquent pas. Je pense qu'il faut définir la stratégie, comme le disait l'autre. Au niveau ministériel, au niveau de l'économie, on n'avait pas cette visibilité qu'on dise que voilà où nous allons. Il nous faut nous industrialiser. Parce que c'est des choses que vous décidez souverainement. Il faut par exemple décider que désormais l'arachide va être transformé peut-être au niveau des zones villageoises, des zones productrices, et que l'industriel achète l'huile brute par exemple. Il faut travailler à ça parce qu'on est capable de le faire. Vous avez dans certaines unités industrielles, on fait du ségal, ce qu'on appelle du ségal, de l'huile qui n'est pas de très mauvaise qualité, mais on peut améliorer ça. Je veux dire, la transformation structurelle veut dire simplement éviter d'exporter
toutes nos potentialités de valeur ajoutée. Les chaînes de valeur mondiale sont là pour ça. Il faut arriver à s'insérer. Le Sénégal n'a pas vocation d'être à faire de l'huile végétale, de l'huile d'arachide, de l'huile. J'ai dit, bon, dans la chaîne des huiles oléagineuses, moi je vais faire de l'huile d'arachide. Très bonne qualité, mais que je peux vendre partout dans le monde. Compétitif. De la même manière, les noix de cajou, on doit pouvoir les transformer. De la même manière, certains produits industriels qu'on exporte, comme les phosphates, il faut faire un peu plus d'efforts dans le sens du ciment, par exemple. Regardez, on a une potentialité énorme dans le domaine du ciment, parce qu'il y a beaucoup de pays en Afrique qui n'ont pas de calcaire. C'est pourquoi Dangote vient faire du ciment ici, parce que le calcaire, le ciment manque totalement au Nigeria. Si vous allez au Togo ou au Bénin, vous le comprendrez, parce que c'est des pays qui ont des industries pratiquement qui exportent la moitié de leur production au Nigeria. Donc, il nous faut éviter de continuer à exporter nos matières premières à l'état brut. Et je pense que ça, on peut le faire, on a les moyens de le faire, on a les capacités humaines pour le faire, et je pense que les capacités financières ne sont pas un problème pour un pays comme le Sénégal. Et d'ailleurs, là c'est clair. Quand on regarde les deux axes du programme Sénégal émergent, le PSE, le premier dit donc transformation structurelle de l'économie et le second dit valorisation du capital humain. Quand on associe les deux, on voit effectivement la clé, disons, d'une perspective à moyenne durée. Autrement dit, si on n'inverse pas donc la courbe d'évolution des choses, on va rester effectivement toujours dans une économie dépendante de matières premières qui elles-mêmes sont dépendantes donc de ce que le marché pourra faire. Or, il s'agit aujourd'hui d'inverser les choses, de permettre à ce que nos productions locales soient transformées localement. Ça aboutit à deux choses. D'abord, il y a un accroissement de revenus, mais en même temps aussi, il y a une valeur ajoutée au plan de la compétence des gens. C'est-à-dire que les jeunes vont être formés à mieux transformer l'arachide, par exemple, comme il l'a dit à Lune. Et ensuite, les compétences vont s'ajouter davantage pour répondre donc aux besoins de l'industrie. Quand on prend également le pétrole et le gaz, sous peu, nous allons passer justement à une phase d'exploitation. Mais combien de métiers dans ces deux secteurs-là sont développés au Sénégal? Il n'y en a pas beaucoup. Nous n'avons pas une culture des hydrocarbures pour au moins tout de suite anticiper sur la demande future. Et pourtant, si nous ne le faisons pas, mais c'est d'autres qui vont venir répondre effectivement à la demande des besoins exprimés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Nigérians, qui ont une culture donc des hydrocarbures, peuvent venir. Et d'ailleurs, quand vous regardez un peu dans les rues de Dakar, vous voyez que peut-être, bon voilà, maintenant, au plan démographique, il y a une diversité de gens arrivant de la sous-région. Parce qu'en fait, ils prennent position en direction de ce qui va s'exprimer demain sur le marché. Donc, c'est dire simplement que toutes ces compétences, si on fait une cartographie, on peut identifier donc les zones potentielles de croissance que quand on les met en valeur, demain, je pense qu'on répondra à toutes les demandes qui pourront s'exprimer. Quand on les mettra en valeur, parce que souvent, ce que reproche au Sénégal, c'est l'économie assez introvertie, le taux de croissance qui ne profite pas très souvent aux Sénégalais lambda. Alors, professeur, très rapidement, comment faire donc, pour que ce taux de croissance, avec cette performance économique enregistrée par le Sénégal, pour qu'elle assure un véritable ou un développement durable? Il faut sortir tout ce qui est dans les tiroirs. Ça veut dire, nos amis burkinabés disaient que les Sénégalais ont réfléchi sur tous les problèmes, eux ils viennent, ils prennent et puis après ils vont appliquer. Prenez l'arachide dont on parle. L'ITA a montré qu'il y a 65 produits dérivés de l'arachide. 65 produits. Si vous allez à Touba, vous allez voir des unités artisanales, des petites industries qui ne font rien d'autre qu'exporter de la pâte d'arachide en Russie. En Russie. Font camionnette, port, Russie. Mais pourtant, très peu de gens peut-être savent. Regardez ce qu'on appelle le peanut butter. C'est un peu la pâte d'arachide. Mais les Américains, surtout les pasteurs américains, adorent ça. Vous le mettez dans le pain, comme on fait le chocolat. Vous ne verrez aucun Sénégalais le faire. Et pourtant, quand on dit petit déjeuner maçon, c'est quoi? C'est arachide et pain. Ça veut dire que si vous faites cette pâte d'arachide, mais ça peut entrer dans le pain, comme collation, comme encas, etc., etc. Donc, c'est des choses que vous pouvez exporter partout dans le monde. Un ami me disait qu'il a été un peu surpris de voir les basketteurs Boris Diaw et consorts quand ils sont venus à Dakar. Je crois qu'il habite vers les Pattes d'Oie. Chaque jour, on leur demande « Qu'est-ce que vous voulez manger ?» Ils disent « Mafé ».
m'en fait tous les jours. Parce que c'est peut-être pour les sportifs, justement, cette pâte d'arachide peut constituer une bonne alimentation. Donc, c'est uniquement ça. Regarde aussi le poisson. J'aime donner ces deux exemples parce que vraiment, sur ces plans-là, nous avons une côte, 700 km de côte, on peut pêcher le poisson, mais on ne le transforme pas. Donc, c'est des choses sur lesquelles, regardez, si vous allez, comment on fait, nous, le poisson fumé, c'est encore artisanal, comme on le faisait il y a 100 ans. Mais c'est des choses, je pense, ça doit être à notre portée. Ça, c'est des choses qui permettent, quand vous faites le filet de poisson, vous pouvez l'exporter partout dans le monde. Partout dans le monde, je vous assure. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est prisé dans les restaurants. Pavé de capitaine, pavé de tchof, mais ça, tout le monde veut manger ça. Et c'est ça la transformation. Donc c'est le modèle de développement finalement. Le modèle de développement. Mais parfois aussi, je m'excuse d'être très prosaïque, mais parfois aussi il faut être malin. Vous savez, le repos biologique dont on parle justement sur nos richesses halieutiques, quand les autres zones commencent à être un peu dans le déficit, la plupart justement des populations de poissons migrent vers nos côtes. Pourquoi ? Parce que les côtes sont assez chaudes qui permettent donc des habitacles à ces poissons-là de pouvoir pondre. Voyez-vous. Donc, quelque part, même si ces poissons ne sont pas naturellement des poissons de notre zone, mais elles viennent au moins procéder, disons, aux nidations et après maintenant repartir quand l'équilibre écologique aura été retrouvé dans leur zone de prédilection de mouvement. Mais ça, par exemple, une bonne connaissance, et Dieu sait qu'il en existe au Sénégal, une bonne connaissance donc de ces pratiques au niveau halieutique, ça pourrait permettre donc de faire de notre pays une destination extrêmement importante. Mais mieux encore, valoriser donc les ressources tirées justement de la mer. Ça, si on le fait en relation avec maintenant des pays qui sont hautement bien équipés, je pense que quand j'apprends que 100 Saint-Louisiens ont des problèmes pour pêcher en Mauritanie, je me dis mais c'est epsilon par rapport donc à toute la potentialité que nous avons justement sur nos ressources. 700 côtes, ce n'est pas 700 mètres, c'est énorme. Mais l'essentiel, c'est de se décider d'avoir de la volonté politique et de la volonté sociale maintenant d'aller à cela, surtout à la transformation. C'est arrivé le moment maintenant de transformer nos produits pour qu'au moins une partie de la valeur ajoutée reste sur place. Et puis l'autre élément maintenant qui vicie un peu l'atmosphère de la croissance, c'est quoi? C'est que ceux qui investissent, c'est ceux qui bénéficient justement du retour sur investissement. Or, la plupart des investisseurs sont des investisseurs expatriés et par conséquent, quand ils bénéficient justement des largesses donc des différents codes, eh bien, il leur est loisible de rapatrier les dividendes donc tirés justement de leur investissement. D'où la faiblesse effectivement de la croissance au moment où peut-être la comptabilité publique analyse donc les paramètres des grands agrégats, incorpore cela en disant nous sommes à un taux de croissance de 6,6 ou bien de 6,8. Mais quand on revoit maintenant la clé de répartition justement des éléments structurants de cette croissance, on s'aperçoit qu'une bonne partie justement va à l'extérieur. Donc ça aussi, il faut le dire. Et en le disant maintenant, c'est de faire un pied d'appel aux investisseurs potentiels sénégalais, africains de façon générale. Parce qu'aujourd'hui quand même, quand vous voyez au niveau de la CEDEAO, les frontières commencent à être un peu distancées. La Gambie vient justement de signer par exemple, le code pour, comment on appelle ça, la convention justement pour la zone de libre-échange à l'échelle africaine. Voilà des éléments qui, visuellement, participent justement de l'éclosion des potentialités. Un Dangote peut venir investir à Dakar, et puis un Sénégalais, Yerim Sow X, peut aller peut-être investir aussi au Nigeria, et ainsi de suite. Donc ça, si les esprits ne sont pas préparés, il y a toujours des frictions et qui vont entraîner donc un tassement donc des croissances attendues. Alors, nous sommes presque arrivés au terme de cette émission, et là, Alioune Diouf, un autre point relevé par le rapport, la transformation numérique qui pourrait apporter à l'Afrique 2% de croissance annuelle. Une solution non assez... Oui, je pense que là aussi, c'est un domaine que les Africains ne devraient pas négliger. D'autant plus que j'ai peur de penser qu'on se trompe un peu sur ce rapport des Africains avec le numérique. Je pense qu'en Afrique, tout le monde a le portable. Aujourd'hui, vous allez dans toutes les campagnes, les gens ont le portable, les gens sont connectés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense qu'il n'y a pas de frein pour vraiment une révolution numérique en Afrique. Je pense que c'est pourquoi, peut-être, au Sénégal, on a créé un ministère qui va vraiment s'occuper de la question. L'Internet, au début, pose encore problème, mais reste faible, surtout dans la plupart des contrées au Sénégal. Ça, c'est des problèmes c'est facile à régler. Je pense que ça, ce n'est pas un obstacle majeur.
Je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent cette question n'est pas réglée, mais je pense que cette question peut être réglée. La Sonatel, par exemple, fait 200 milliards de bénéfices par an. Donc ça veut dire que le potentiel est là. Quand vous voyez ce que le secteur est en train de faire et de générer comme ressources, tous les investissements sont possibles. Si vous faites un appel à investissement sur ces secteurs-là, je pense que tout le monde va répondre. Alors, parce que le secteur est rentable. Très rapidement, quelle concerne la digitalisation économique, Mamadou Ndiaye? C'est une bonne chose, mais ne nous trompons pas d'objectifs et de perspectives. Le numérique va être effectivement un élément d'entrain de zone de l'économie qui commence effectivement à montrer des signes de vitalité. Mais il faut préalablement régler un certain nombre oui, pour ne pas me répéter, sous ce rapport-là. Mais fondamentalement, quand la Sonatel fait ce chiffre d'affaires, en décidant de réinjecter une partie justement pour ne serait-ce que développer la 4G ou bien la 5G, qui est maintenant presque arrivée, ça permet donc à des populations extérieures aux zones urbaines de bénéficier donc de ces largesses technologiques et du coup de contribuer, n'est-ce pas, à l'essor de l'économie. Savez-vous que quand l'autoroute Ila Touba a été construite, quand il y a eu donc des pistes secondaires qui se sont agrégées autour de l'autoroute Ila Touba, ça a décentralisé l'activité productive et maintenant ces zones-là, potentielles de maraîchage, commencent maintenant à s'agréger à des villes où on peut écouler la production. Vous voyez l'avantage et l'intérêt. Et ensuite le prix. Les paysans, par le biais du portable et de l'Internet, ils arrivent également à déterminer un prix parce qu'ils sont informés des marchés récepteurs, comment peut-être le prix est fixé. Et du coup, peut-être ils ne sont plus assujettis simplement à des marchands d'illusions qui viennent peut-être leur dire que le prix a baissé. Non. C'est bien fini cette émission Talk Afrique qui avait donc l'honneur et le plaisir de recevoir El Hadj Alioune Diouf, expert en commerce international, en intégration économique, qui enseigne également le droit de la concurrence. Avec nous également sur ce plateau, Mamadou Ndiaye, journaliste spécial des questions économiques, directeur de publication de emedia.sn. Merci également à vous d'avoir été de notre grand merci aux équipes techniques rédactionnelles. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet de Médian TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.